beaucoup d'avoir libéré un peu de votre temps pour m'écouter et nous écouter avec June ce matin. Donc l'objectif de cette présentation, c'est quoi? D'abord revenir sur pourquoi est-ce que l'on a réalisé cette étude. Olivia et Pierre en ont dit un mot et j'en dirai un mot également. Comment est-ce que l'on peut définir la filière du marketing digital? Beaucoup d'entre vous sont des parties prenantes essentielles de cette filière, mais il est parfois difficile de savoir où elle commence et où est-ce qu'elle se termine. Je reviendrai un peu sur la méthodologie utilisée pour mesurer l'impact du marketing digital. Donc, pas d'inquiétude, je ne vais pas faire un cours d'économie ou un cours de modélisation économique. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, en fait, c'est que vous, beaucoup plus que moi, et même beaucoup plus que Pierre, vous soyez au quotidien les ambassadeurs de la filière du marketing digital et que, auprès de vos parties prenantes, vous puissiez comprendre les messages qui sont dans cette étude pour les faire infusés dans la société. Il y a des filières qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, en tout cas, qui arrivent à très bien communiquer sur quelle est leur valeur ajoutée pour l'économie française, et ça se concrétise par des résultats sonnants et trébuchants, entre guillemets, en termes d'accompagnement humain, d'accompagnement financier, en particulier par les pouvoirs publics auprès de ces filières. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce qui est le plus gros entre la filière du cinéma et la filière du marketing digital en France, je pense que beaucoup d'entre vous me diront non, mais c'est la filière du cinéma. Alors qu'en réalité, la filière du marketing digital est bien plus grosse que la filière du cinéma. Il faut ajouter la filière du cinéma et du jeu vidéo pour arriver à peu près sur la filière du marketing digital. Et donc, il y a un CNC, il y a les crédits d'impôt, il y a des directions spécialisées au sein de Bercy, au sein du ministère de la Culture pour accompagner ces acteurs. Il y a des festivals qui sont organisés, il y a des ministres qui se déplacent systématiquement, etc., 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 etc. Donc vous voyez que ça a un impact économique qui est particulièrement important. Le fait de comprendre ce qu'est sa filière et ce qu'elle apporte de singulier au pays. Et en fait, ce que vous apportez de singulier au pays, si on devait le résumer, c'est vous êtes une infrastructure, peut-être, une infrastructure essentielle à cette économie numérique qui est le principal relais de croissance de la plupart des entreprises physiques que vous accompagnez au quotidien. Donc ça va être le quatrième point. Quelle est la contribution de cette filière à l'économie nationale? Et enfin, quels sont les enjeux de long terme pour cette filière du marketing digital? Là, ce n'est pas mon avis. Moi, la filière du marketing digital, je ne la connais pas ou peu. Je la connais un peu mieux qu'au début, mais en tout cas beaucoup moins que vous. Et donc, quel était votre avis sur les enjeux à long terme? Et je serais curieux de voir comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces enjeux. Est-ce que vous avez déjà commencé à initier telle et telle action que vous souhaiteriez partager avec les membres dans la salle? Donc, le premier message qu'il faut avoir en tête, c'est que la digitalisation des modes de consommation a fait du marketing digital, ce que je vous disais, une infrastructure ou un maillon qui est au cœur de cette économie digitalisée. Premier chiffre, 13% des ventes dans le commerce de détail en France sont réalisées en ligne, contre 5% il y a 10 ans. Donc vous voyez une très forte accélération de cette digitalisation des canaux de distribution. Et il en résulte une conséquence qui est logique, c'est que la majorité désormais des dépenses publicitaires sont réalisées via des canaux digitaux depuis 2022. Donc ça, c'est des chiffres à avoir en tête pour comprendre le contexte. Si on devait définir ensemble ce qu'est la filière du marketing digital, donc essayer d'expliquer le marketing digital pour les nuls, c'est un peu cet exercice qu'on essaie de faire, en particulier auprès des pouvoirs publics qui doivent comprendre les spécificités de chacune des filières, et ce n'est pas un exercice aisé, donc il faut essayer d'être aussi pédagogue que possible. Donc la filière du marketing digital, c'est ce gros rond jaune. Elle se situe entre des marques et des annonceurs, qui sont, pour la plupart d'entre vous, vos clients, et des consommateurs et des usagers digitaux, qui sont la cible des campagnes que vous pouvez construire. 3 métiers au sein de cette filière du marketing digital, et je laisserai June compléter. Conseil, la création, l'intégration pour les marques. Donc ça, c'est des agences et des cabinets de conseil. Si tu veux compléter. C'est bon, petit échange. Oui, non, je voulais juste donner des exemples un peu pour illustrer, même si je pense que
ça parle à tout le monde. Pour la partie âge. Pour la partie agence, cabinet de conseil, en fait, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met des agences multi-leviers, des agences marketing digital, des agences créa aussi, où en fait, on va prendre une partie du CA. Donc voilà, c'est vraiment, on est assez large et représentatif. Et cabinet de conseil, ça peut être à la fois voilà, du EY Faber Novel, comme du 55. Voilà, c'est assez large. Deuxième métier, la commercialisation des espaces de contenu, la distribution. Donc ça, c'est plutôt les régies et médias. Si tu peux donner des exemples. Exactement. Régie et médias. Donc régie, on met à la fois des régies de groupes médias, des régies de réseaux sociaux, moteurs de recherche. Donc voilà, on a été aussi exhaustif sur tous les types de régies pour ne pas en oublier. Troisième, les technologies marketing et de mesure. Et donc voilà, ça c'est une des briques qui était assez clé, je pense, dans la définition du secteur du marketing digital, qui était une des briques qui n'était pas forcément inclue dans sa totalité dans les précédentes études sur le secteur de la publicité digitale. Et donc là, on a inclus tout ce qui peut être, par exemple, technologie de création de contenu, CRM, marketing automation, etc. Donc vous voyez que cette définition, elle essaie d'être simple et exhaustive. Elle est beaucoup plus large que la définition du secteur de la publicité digitale avec une étude que vous connaissez tous. Autour de ces trois métiers, c'est un peu la spécificité de la filière du marketing digital. On y reviendra tout à l'heure. Mais première spécificité, c'est que vous faites travailler énormément de freelance. Freelance qui travaillent à la fois dans vos entreprises et dans les entreprises de vos clients. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas dans les autres filières économiques que l'on a pu analyser en détail. Et évidemment, vous faites travailler des fournisseurs, des prestataires, tout un réseau de sous-traitants, les sous-traitants qui même nous ont apporté le petit déjeuner ce matin. Et donc ça crée un impact économique important dans les territoires dans lesquels vous êtes implantés. On reviendra sur la territorialisation des impacts tout à l'heure. Et autour de cet écosystème, évidemment, vous interagissez avec des organisations professionnelles. L'Alliance Digitale en est un exemple. Des administrations et des autorités réglementaires. Là aussi, une des spécificités du secteur, mais l'impact du régulateur est particulièrement important sur vos business models, d'où la nécessité de réaliser des études de ce type pour expliquer quelle est votre singularité et quelle est votre valeur ajoutée économique et sociale. Et enfin, des organismes de formation et d'enseignement. Là aussi particulièrement important, c'est des métiers à souvent très haute valeur ajoutée, haute technicité, qui justifient aussi des salaires élevés, on pourra y revenir tout à l'heure. Et c'est un des facteurs différenciants de l'attractivité de la France pour ces entreprises du marketing digital. Peut-être sur la définition, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous vous y retrouvez? Ou est-ce que vous vous demandez dans quelle catégorie est-ce que chacun se trouve? C'est bon? Poursuis? OK. Donc, à l'issue de cette slide, normalement, vous serez des experts pour mesurer l'impact économique d'une filière économique, et donc vous n'aurez plus besoin de nous à l'avenir. Donc, il y a 5 étapes pour mesurer l'impact économique d'une filière. D'abord, on compte les entreprises qui sont au cœur de la filière. Donc, sur les 3 activités, on a essayé de compter combien il y avait d'entreprises. Donc, on utilise une base qui s'appelle Diane, dans laquelle l'ensemble des entreprises de l'économie française sont listées, on fait des catégories d'entreprises selon leurs activités pour les associer aux 3 pôles que je vous ai présentés tout à l'heure, de manière schématique. Deuxièmement, on essaie évidemment de déterminer la part du chiffre d'affaires de chacune de ces entreprises qui est en lien avec l'activité de marketing digital. Si on prend l'exemple que nous connaissons bien de EY Faber Novel, évidemment, 100% du chiffre d'affaires d'EY Faber Novel n'est pas dédié au marketing digital, dédié à beaucoup d'autres activités. Ensuite, troisième aspect, c'est que l'on a essayé de mesurer le nombre de personnes qui travaillent dans les métiers du marketing digital à l'extérieur de la filière. Et ça, c'était une vraie volonté de la part du comité de pilotage, de Pierre, d'Olivia et de toutes les autres personnes, c'est qu'ils nous disaient oui,
Très bien, vous appliquez la méthode que vous appliquez aux autres filières pour que votre étude soit comparable, très bien. Mais nous, on se rend compte que l'on joue souvent le rôle de centre de formation pour les métiers du marketing digital, et les gens que l'on forme se retrouvent ensuite chez nos clients. Je vous donne un exemple, à la direction marketing de Leclerc, par exemple. Ben, la personne qui a été formée par nous, qui est à la direction marketing de Leclerc, qui utilise nos compétences, les compétences du marketing digital, ne sont pas comptées dans votre étude sur l'impact économique des entreprises du marketing digital. Et donc, on a fait un gros travail, en particulier de scrapping sur LinkedIn avec des mots-clés, des compétences clés, pour essayer d'identifier toutes les personnes qui avaient des compétences de marketing digital, mais qui travaillaient auprès de vos clients, entre guillemets, dans des directions marketing. Je donne un petit exemple Oui. pour illustrer. Ça peut être à la fois, oui, des responsables d'acquisition, responsables e-commerce, etc. Et c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier parce que c'est avec eux qu'on travaille. Deuxième sujet sur lequel le comité de pilotage a attiré notre regard, c'est qu'ils nous ont dit, oui, mais nous, on travaille avec énormément de freelance qui ne se retrouvent pas dans la base de données Diane que vous avez utilisée, et donc il est nécessaire de les comptabiliser. Freelance qui travaillent à la fois pour nous et qui peuvent travailler pour les marques et les annonceurs qui sont nos clients. Et donc là, on a fait un gros travail grâce à Malte, qui est une plateforme que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, pour identifier parmi les freelances qui travaillent pour eux, quelle était la part qui mettait à disposition des compétences de marketing digital, et ensuite estimer la part qui travaillait pour les entreprises de la filière. Quatrième étape, mesurer l'impact indirect de la filière du marketing digital. Et cinquième, mesurer l'impact induit. Donc vous avez certainement vu dans beaucoup de journaux économiques impact indirect, impact induit. Donc en fait, c'est très simple. L'impact direct, c'est l'impact qui est généré par les entreprises de la filière. Donc c'est votre chiffre d'affaires moins vos consommations intermédiaires. Donc ça, c'est la valeur ajoutée des entreprises de la filière, c'est l'impact direct. L'impact indirect, c'est la valeur économique que vous générez chez vos sous-traitants, vos fournisseurs. L'impact induit, c'est l'impact économique qui est généré par les dépenses des salaires de vos entreprises et des salaires des entreprises de l'impact induit. Donc les dépenses des salaires, de manière très concrète, c'est vos salariés, ils sortent d'ici, ils vont au café, ça c'est de l'impact induit. Voilà. Désormais, vous connaîtrez la différence entre impact indirect, au niveau des entreprises, vos prestataires, et l'impact induit, c'est généré par les salaires. Donc, combien d'entreprises dans la filière du marketing digital? Donc, on a dénombré 9000 entreprises, d'après l'extract Diane que l'on a réalisé. 96% d'entre elles sont des TPE et des PME. Et on se rend compte que les trois pôles présentés tout à l'heure représentent plus ou moins un tiers de l'activité économique chaque fois. Ce qui est particulièrement intéressant de noter, c'est que vous avez une croissance économique du secteur qui est particulièrement dynamique, puisque vous avez 7% de croissance annuelle moyenne entre 2018 et 2022. Il y a eu un petit recul de 2019 à 2020 dû à l'effet du Covid, mais dès 2021, vous aviez rattrapé l'impact généré par le Covid, ce qui témoigne d'une tendance de fond que vous voyez au quotidien, de digitalisation de l'économie et donc de forte demande pour les produits et les services que vous proposez. Si on met en relation ce taux de croissance avec le taux de croissance de l'économie française, sur la période, il était à peu près de 1%. Donc ça vous donne l'écart entre le 1% et le 7%, l'écart de dynamisme économique entre votre filière et le reste de l'économie. Donc là, on vous a réparti le chiffre d'affaires de la filière en 2022. Pierre, si tu veux dire peut-être un petit mot, comme tu l'avais fait à la DGE, sur la comparaison avec le baromètre de la pub, je pense que ça pourrait être intéressant. Non, tout à fait. Là, vous voyez donc les trois différentes filières, enfin les trois différents espaces qu'on a séparés pour l'étude. Nous, en fait, dans la construction de l'étude, il y a quelque chose qui nous a choqué quand EY Faber Novel est revenu. Alors, le chiffre total de CA, je crois que c'est 5,9 milliards.
Et nous, on a tous le chiffre de l'Observatoire de l'e-pub en tête qui est autour de 8 milliards. Donc au début, on a dit à EY, refaites vos calculs, tout simplement. Évidemment, le baromètre de l'e-pub se fonde sur à la fois les déclarations des régies publicitaires et aussi des agences médias. Donc, et en plus, et la référence au sein de notre marché. Donc ça nous paraissait évidemment potentiellement faux. En fait, après avoir refait les calculs, on tombe en effet sur un écart de 2,5 milliards entre les chiffres de l'Observatoire de l'e-pub et ce qu'on retrouve, donc ce que tu as coutume d'appeler les comptes de la nation, donc ce qui est déclaré finalement au sein des chiffres d'affaires des différentes entreprises. Donc on l'explique potentiellement par une partie de l'investissement pub qui n'est pas forcément déclaré en France. C'est ça qui nous paraît être la principale causalité de cette différence qu'on observe entre l'Observatoire de l'e-pub et ce qu'on retrouve ici, parce que l'Observatoire de l'e-pub, comme je le disais, c'est les déclarations des régies, donc c'est ce qui est effectif en France, mais pas pour autant ce qui est fiscalisé en France. Donc ça, c'était un peu la principale différence qu'on a observée. Il y a sûrement aussi d'autres différences liées à la méthode et au calcul statistique, qui sont un peu plus difficiles à estimer, mais c'est la principale raison qu'on a pu trouver pour expliquer cet écart. Alors, donc ne soyez pas... Ne pensez pas que c'est une erreur vis-à-vis de l'Observatoire de l'e-pub, c'est vraiment deux calculs qui sont différents sur la base de données aussi, sur la base de sources de données qui sont différentes. Parce que dans un cas, pour faire très schématique, sur l'Observatoire de l'e-pub, on pose la question sur combien vous avez dépensé. Donc l'approche, c'est vraiment par les dépenses, c'est du déclaratif. Dans le second cas, l'approche, elle est plutôt par les recettes. C'est-à-dire, on regarde les comptes de la nation, donc les comptes qui ont été déposés auprès des tribunaux de commerce, des greffes, etc. Et on regarde ce qui a été déclaré. Donc l'approche par dépense et l'approche par recette n'est pas tout à fait la même. Quoi qu'il en soit, Bercy regarde toujours, quand elle fait des études d'impact de filière, l'approche par recette, puisque c'est ça qui donne la vision la plus fidèle de l'économie française et de son évolution, avec des données qui ont été déposées et certifiées. On se rend compte aussi qu'il y a une différence sur le marché français de la publicité versus le marché au Royaume-Uni. Pour ceux d'entre vous qui ont une casquette européenne ou EMEA ou autre, vous devez la ressentir au quotidien, quoi qu'il en soit. Donc ça, ces chiffres ne sont pas issus de notre étude, mais de l'IAB Europe, et sont particulièrement intéressants, où vous voyez que finalement, la France est dans une moyenne européenne en termes de dépenses publicité digitale et même d'évolution sur la période 2018-2022. Cela étant, le Royaume-Uni, on se rend compte qu'il y a certainement un taux de pénétration de ces technologies qui est particulièrement important, une digitalisation peut-être des canaux de commercialisation qui est particulièrement importante et qui justifie des dépenses en publicité digitale, là aussi plus importantes qu'en France. Petite subtilité, parce que tu le précises, là on est repassé sur un scope publicité en ligne, oui, et plus sur un scope marketing digital, pour une raison toute simple, c'est que l'étude que Yannick et June vous présentent aujourd'hui n'existe pas dans les autres pays. Donc ce avec quoi on peut comparer notre marché, c'est uniquement la publicité en ligne, qui fait l'objet de plusieurs études, et notamment d'une étude de l'IAB Europe qui essaie de prendre tous les chiffres des différents États membres pour dresser des conclusions. Donc là, pour faire des comparaisons, on est obligé de revenir sur des scopes publicité en ligne. Cependant, nous, ce qu'on essaie de dire aussi au niveau européen, c'est que ce type d'étude doit être conduit ailleurs pour qu'on puisse avoir des comparaisons réellement effectives et pertinentes sur le marketing digital. Exactement. Sur la valeur ajoutée, vous avez la même évolution que sur le chiffre d'affaires, je ne reviens pas dessus. Ce que vous pouvez noter néanmoins, c'est que votre effet d'entraînement économique, donc en fait pour 1 euro de valeur ajoutée directe, combien est-ce que vous générez de valeur ajoutée auprès de vos sous-traitants ou auprès du café, du commerce en bas, pour chaque fois que vous générez 1 euro de valeur ajoutée, vous générez 1 euro dans le reste de l'économie auprès de vos sous-traitants et de vos prestataires. Ce qui est particulièrement important aux yeux de Bercy, là encore, d'avoir une filière économique qui arrive à avoir un effet d'entraînement sur l'économie et pas qui fonctionne en vase clos. Certaines filières fonctionnent beaucoup plus en vase clos que la filière du marketing digital. Si on compare d'ailleurs aux autres filières la valeur ajoutée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
Là, finalement, vous avez une valeur ajoutée qui est 4 fois supérieure à la valeur ajoutée qui est générée par la filière du jeu vidéo, quasiment 2 fois supérieure à la valeur ajoutée qui est générée par la filière du cinéma, et qui pourtant sont particulièrement regardés, prisés, accompagnés par les pouvoirs publics. Et c'est aussi le discours que l'on a porté auprès de la direction générale des entreprises à Bercy il y a quelques semaines. De voir à la fois que vous êtes une filière qui est extrêmement dynamique, une filière qui génère un effet d'entraînement auprès des sous-traitants qui est important, une filière qui correspond à la digitalisation de l'économie qui est souvent encouragée, et une filière qui est déjà particulièrement importante en termes de valeur ajoutée. Oui. Alors, il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Il y a une raison personnelle et une raison de politique publique. Une raison personnelle, c'est en fait l'étude de l'impact des jeux vidéo et du cinéma, c'est notre équipe qui l'a faite. Donc, je suis certain que la méthodologie est parfaitement comparable. Donc c'était un peu le but. Non, la deuxième raison, c'est sur le point qu'on mentionnait en introduction. C'était sur... je pense qu'il y a un écart perception-réalité entre ce qu'est la filière du marketing digital et ce qu'elle apporte au pays. Sur la filière du jeu vidéo et du cinéma, tout le monde y est très attaché, les pouvoirs publics y sont très attachés, et ils ont tendance à surestimer sa contribution à l'économie du pays. Alors que sur la filière du marketing digital, c'est un peu l'inverse. C'est que personne ne la connaît vraiment, et pourtant, elle est beaucoup plus importante que les 2 que j'ai cités précédemment. Et donc, c'est pour illustrer ça, quand on fait des présentations, que l'on a utilisé ces comparaisons. Cela étant, c'est aussi pour ça qu'on a mis la filière de l'édition de logiciels, qui n'est pas une étude que l'on a faite, mais qui était facile à retrouver, puisque c'est une ligne dédiée dans les comptes de la nation, pour pouvoir mettre en perspective des filières numériques plus comparables. Ouais. Alors, ouais, c'est une bonne question. Alors, sur jeux vidéo et cinéma, ils ont une spécificité, c'est qu'ils payent très très peu les gens. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des compléments de revenus qui sont apportés par la puissance publique, c'est le régime des intermittents. Donc, ils ont un effet d'entraînement sur l'emploi qui est particulièrement important. Deuxièmement, ils ont un effet d'entraînement sur des dépenses de costumes, décors, etc., qui est particulièrement important. Donc, leur effet d'entraînement sur l'économie est bien supérieur à la filière du marketing digital, et quasiment 2 fois supérieur à la filière du marketing digital. Donc, en fait, ça revient à poser une question de politique économique que le ministre de l'économie doit trancher. C'est option A, on préfère créer énormément d'emplois qui sont à partie subventionnés, peu payés, mais qui créent un effet d'entraînement territorial important. Option B, on préfère accompagner des entreprises à très forte valeur ajoutée économique, qui génèrent un effet d'entraînement important parce qu'elles sont au cœur de cette infrastructure numérique que l'on souhaite encourager, qui créent des emplois qui sont bien payés, mais un peu moins nombreux. Évidemment, personne ne répond à l'option A ou l'option B complètement. Le but d'une économie, c'est d'essayer de marcher sur ses 2 jambes pour être à peu près équilibré et faire face aux crises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Tu veux répondre? Je ne veux pas parler en leur nom, mais alors, je pense que déjà depuis 3-4 ans, il y a une prise de conscience à la fois de ce qu'est l'écosystème de la publicité en ligne, des entreprises, notamment françaises et européennes, qui en font partie. Et il y a aussi une prise de conscience de l'intérêt pour une économie d'avoir des entreprises technologiques qui sont assez pointues et qui sont capables de rivaliser. Donc ça, il y a une vraie question
sur la publicité en ligne qui a été portée par la DGE, mais aussi le ministère de la Culture sur tout le volet financement des médias. Donc, je pense qu'il y a quand même une vraie progression depuis quelques années. De là à dire, comme tu le dis, que branle-bas de combat, on va faire en sorte que ça puisse faire x1,5 via des allègements fiscaux divers et variés, on n'en est pas là. Mais il y a toute une prise de conscience qui a débuté et qui est importante, puisque ça permet aussi de porter des sujets derrière, parce que là, on l'a présenté non pas au ministre, mais à son administration. Mais c'est son administration qui, le cas échéant, va pouvoir travailler à des évolutions fiscales, à des évolutions réglementaires, et c'est eux qui vont pouvoir porter le message politique auprès du ministre. Donc, progressivement, je trouve qu'on arrive à faire passer des messages et à faire connaître notre filière. Et eux, ils étaient très intéressés, puisque maintenant ils connaissent bien la publicité en ligne, mais ils étaient très, très intéressés par notre capacité à définir, donc à élargir au marketing digital, et notamment sur toute la partie marque, qu'on oublie souvent en fait quand on parle de pub en ligne de notre point de vue, toute la partie marque et notamment en RH, tous les emplois qui sont au sein des annonceurs pour faire des activités de marketing digital. Donc c'est ça qui les a le plus intéressés quand on leur a présenté il y a une dizaine de jours. Mais il ne faut pas non plus prévoir une révolution dans les prochains jours. Je ne m'y engage pas en tout cas. Et juste pour ajouter, c'est malheureusement, c'est toujours au long cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution, et c'est plus qu'au quotidien, il va y avoir un nouveau projet de loi, un changement, etc. Et on n'est pas équipé pour dire attention, voici l'impact, on vous rappelle que derrière c'est ton emploi, voici l'impact induit. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas donner ces chiffres. Donc, et de l'autre côté, puisque c'est toujours des arbitrages, d'autres secteurs, eux, l'apportent. Et donc, à la fin, sur de l'interministériel, ça gagne des arbitrages. Donc, c'est le rôle de l'Alliance de s'équiper de ce type d'études pour justement qu'on soit meilleur au quotidien, mais avec du rationnel, pas seulement avec des grands effets d'annonce. Voilà. Il y a peut-être un dernier élément pour vous répondre. C'est souvent quand on dialogue avec les ministres de l'économie, de l'industrie, etc., qu'on présente des études comme ça, ils nous disent c'est important, effectivement, on prend conscience de l'importance de votre secteur, on n'avait pas réalisé. Donc ça, c'est déjà bien. Mais la fin de la conversation, c'est plus... je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase John Fitzgerald Kennedy qui disait Do not ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Et en fait, le ministre, souvent, il nous pose cette question à la fin. Il nous dit, mais ok, vous nous avez montré que vous étiez important, qu'il fallait qu'on vous aide en faisant des allègements fiscaux, en vous accompagnant sur le plan humain, etc. Mais vous, à quel point est-ce que vous pourriez augmenter la valeur ajoutée que vous générez pour le pays ou pour la stratégie économique que je propose? En l'occurrence, la question légitime qui pourrait se poser, là c'était l'administration, c'était pas le politique, mais si on avait présenté au politique, il aurait dit dans quelle mesure est-ce que vous accélérez les priorités qui ont été définies dans France 2030 ? Dans quelle mesure est-ce que les entreprises du marketing digital font équipe pour accélérer la voie qui a été tracée par mon président de la République, qui est de faire de la France la nation leader en intelligence artificielle en Europe ? Dans quelle mesure est-ce que vous contribuez à l'atteinte des objectifs que j'ai fixés dans les accords de Paris? Voilà, en fait, généralement, ils ont tendance à retourner la question et à dire est-ce que vous pourriez faire davantage que vous ne le faites déjà? On a bien compris que ce que vous faisiez, ça allait dans la bonne direction. Voilà. Souvent, la conversation elle tourne autour de ça et c'est intéressant, je pense, en termes de prochaines étapes, de réfléchir à ces questions-là. Et je pense que c'est des questions aussi que vous traitez dans les groupes de travail que vous organisez au sein de l'Alliance digitale. Mais cette approche collective, cette approche de filière, qui est précieuse pour le ministère de l'économie, beaucoup plus que l'addition d'initiatives individuelles qui sont dans les plans stratégiques et les stratégies RSE des différentes entreprises que vous représentez. J'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Sur la répartition de la valeur ajoutée, je ne vais pas revenir dessus. On vous a présenté avec Pierre la répartition du chiffre d'affaires. Sur ce qui nous paraissait intéressant, c'est sur les dépenses de R&D. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que ces chiffres ne sont que déclaratifs.
ils ont été déclarés par vous, membres d'Alliance Digitale, alors que les chiffres précédents sont issus de modélisation économique avec des comptes déposés. Mais ce dont on se rend compte, c'est que vous déclarez un effort en recherche et développement qui est particulièrement important, qui serait supérieur à celui du secteur des télécommunications, par exemple. Je réponds à votre question, là on est sur des secteurs qui sont un peu plus comparables, alors que le secteur des télécommunications est en taille bien supérieure à celui du marketing digital. C'est finalement sans surprise, même si c'est quand même une bonne nouvelle et un message à porter, c'est parce que le contenu technologique des services que vous proposez est tellement important, le marché évolue de manière tellement rapide, tant sur le plan technologique que le plan réglementaire, que vous devez en permanence vous adapter, innover, et donc dépenser en recherche et développement. Un autre sujet qui était intéressant, c'est que généralement, quand on fait cet exercice pour d'autres filières, les filières nous disent on ne fait de la R&D que grâce au crédit d'impôt recherche. Alors que vous, ce n'est pas du tout ce qui est ressorti dans les questionnaires que l'on a pu envoyer. C'est vraiment une stratégie entreprise par entreprise, plutôt que, si je peux m'exprimer ainsi, une espèce d'effet d'aubaine avec la présence d'un crédit d'impôt qui incite à la réalisation de dépenses de R&D. Donc si on regarde les emplois qui sont au cœur de la filière du marketing digital, donc les 3 activités que l'on vous présentait tout à l'heure avec June, vous avez 36 000 équivalents temps plein. Donc équivalent temps plein, c'est des gens qui travaillent à plein temps. Donc ça fait plus de salariés en réalité, puisque 100% des salariés ne sont pas à plein temps. Mais donc 36 000 équivalents temps plein. Vous avez 32 000 emplois qui se situent chez vos sous-traitants, chez vos prestataires, chez vos fournisseurs. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'impact indirect. Et 3 400 qui se situent dans l'impact induit, donc l'impact auprès de Leclerc, auprès du Café du Commerce, etc. Donc d'habitude, les études d'impact que l'on réalise s'arrêtent là. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quand même une spécificité de la filière du marketing digital qui nous amenait à comptabiliser les freelances. Et donc c'est environ 100 000 freelances, soit 30 000 ETP, puisque la plupart d'entre eux, évidemment, ne sont pas à plein temps, c'est un complément de revenu, ou ils peuvent le cumuler avec d'autres activités, ou tout simplement travailler à temps partiel. Mais donc 100 000 freelances, 30 000 ETP, qui travaillent en lien avec les entreprises du marketing digital, ou vos clients et annonceurs. D'ailleurs, chez les annonceurs, vous pouvez voir que 110 000 personnes ont des compétences du marketing digital, ça fait à peu près 80 000 équivalents temps plein, ont des compétences du marketing digital qu'ils utilisent au quotidien dans leur métier. Donc cette slide, quand on la présente, elle nous permet de dire 2 choses. C'est premièrement, vous êtes un centre de formation au métier du marketing digital pour l'ensemble de l'économie. Et ça a une vraie valeur quand on essaie de construire une économie de la connaissance. Et le deuxième, c'est vous êtes un peu peut-être en partie à l'avant-garde d'une économie beaucoup plus numérisée et donc qui repose aussi beaucoup plus sur les digital nomades, des freelances qui travaillent ponctuellement avec vos entreprises ou vos clients. Pierre ? Oui, peut-être 2 choses là-dessus. La première, c'est sur le centre de formation. C'est un terme qu'on a réussi à faire comprendre cette fois-ci au ministre Barrot, qui n'est plus ministre à l'heure actuelle, mais qui devrait potentiellement être renommé dans les heures qui viennent. Donc ce terme de centre de formation, il l'a repris lors du forum, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans la vidéo qu'il nous a adressée, donc ça, on en est très heureux. La deuxième chose un peu plus structurante, c'est sur ces fameux 110 000 salariés et des annonceurs. Il faut bien avoir en tête que les chiffres que Yannick vous a présentés en termes de chiffre d'affaires d'un côté et valeur ajoutée de l'autre ne prennent pas en compte l'activité de ces 110 000 personnes. Pourquoi ? Parce qu'au sein de ces marques et ces annonceurs, méthodologiquement, il est très difficile de déterminer quelle part du chiffre d'affaires ils génèrent au sein des marques. Et donc, en fait, et j'oublie, c'est les 4,3 milliards de valeur ajoutée, c'est ça ? Cette activité n'est pas comprise. Parce qu'en fait, on n'a pas su méthodologiquement trouver quelque chose d'assez robuste, et donc on a préféré laisser ça de côté, pour calculer finalement ce qu'ils génèrent aussi à l'économie. Mais donc, lorsqu'on arrive devant les pouvoirs publics, on peut leur dire il y a finalement 80 000 ETP, donc 110 000 personnes qui travaillent dans notre filière et qu'on ne peut pas comptabiliser dans la contribution économique du secteur. Ce qui veut dire qu'en réalité, le marketing digital va plus loin que ce qu'on affiche, nous,
via les déclarations des entreprises et l'analyse des comptes Diam. Donc, si vous comptez en nombre d'ETP, il y a 100 000 emplois qui dépendent directement de l'activité, directement ou indirectement de l'activité des entreprises de la filière. Et si on raisonne en termes de personnes touchées, en comprenant également les entreprises qui sont dans ces entreprises qui ont des compétences du marketing digital, mais qui ne sont pas au cœur de la filière, c'est à peu près 300 000 personnes qui sont touchées par votre activité ou par compétences. Donc, c'est vraiment très, très important. L'évolution de l'emploi de la filière du marketing digital ne suit pas tout à fait l'évolution de la valeur ajoutée, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu une forte croissance des emplois entre 2018 et 2020, et puis certainement les conséquences du Covid, un tassement entre 2020, 2021, 2021 et 2022. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique pour des filières économiques, parce que d'habitude, il y a une corrélation parfaite entre la hausse de l'activité en valeur ajoutée et la hausse des emplois. Ça peut s'expliquer par quelque chose de très simple, au-delà des plans de départ volontaires que vous avez entendus dans les médias, etc. C'est qu'il y a eu certainement une forte externalisation de l'activité auprès des freelances, puisqu'en fait, sur la période 2020-2022, on se rend compte que la baisse des ETP directs dans vos boîtes ont été plus que compensée par les équivalents temps plein que vous avez créés auprès de vos prestataires ou auprès de freelance. Donc vous avez eu certainement tendance peut-être à externaliser une partie croissante de votre activité entre 2020 et 2022. Et donc au global, la photographie que l'on dresse au pouvoir public est positive, avec une croissance de la valeur ajoutée et une croissance des emplois qui sont générés par la filière. Donc sur les effectifs du marketing digital, vous les avez à l'écran, vous pouvez reconnaître les secteurs auxquels vous vous rattachez. Évidemment, il y a certains secteurs qui sont à très fort contenu technologique, automatisable, entre guillemets, et donc pour beaucoup de chiffres d'affaires, vous avez peu d'emplois. D'autres secteurs qui s'appuient énormément sur les ressources humaines pour produire du contenu, etc. Je pense aux agences notamment. Et donc là, évidemment, elle représente une part de l'emploi qui est particulièrement importante. Je pense qu'il serait intéressant de faire cette même photographie, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, pour voir l'impact de l'intelligence artificielle sur les différents métiers et sur les différentes activités qui constituent le marketing digital. Certaines activités qui ont peut-être vocation à se développer en termes d'emploi et d'autres peut-être à être automatisées. La répartition de l'emploi, donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé Bercy, pour sortir des idées reçues et sortir peut-être aussi des idées que vous aviez suite à l'analyse du secteur de la publicité, qui est certainement beaucoup plus parisiano-centré ou francilien. En tout cas, la filière du marketing digital, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une très forte territorialisation de son impact en termes d'emploi. La majorité des emplois sont à l'extérieur de l'Île-de-France. Et en fait, c'est un peu normal, puisque vous avez les têtes de proue de la filière du marketing digital que vous connaissez tous. L'une d'entre elles nous accueille aujourd'hui. Mais vous avez une myriade de petites entreprises qui accompagnent le réseau de TPE-PME français. Pendant le Covid, on ne compte plus le nombre de reportages que vous avez eu au journal de 13h où vous aviez le petit commerçant qui se faisait accompagner par quelqu'un qui lui créait son site internet pour pouvoir faire de la vente en direct, de la vente à emporter sans avoir à ouvrir sa boutique. Et donc c'est en collant à l'écosystème économique que la plupart des entreprises du marketing digital arrivent à se développer dans les territoires. Non, peut-être là-dessus, pour le dire assez trivialement, il y a 2 ans et demi, on avait fait une étude sur la publicité en ligne uniquement. Et on avait demandé à faire le même exercice, en fait, de voir où on était. Et on était tombé sur des chiffres tellement parisiano-parisiens qu'on avait décidé de ne pas publier la carte. Donc là, on était relativement content d'avoir ces chiffres, évidemment avec un fort accent Île-de-France. Mais je pense que la spécificité du marketing digital, comme tu le disais Yannick, c'est qu'il y a toute une myriade de petites entreprises. Pour rappel, sur la publicité en ligne, on avait dénombré moins de 1000 entreprises. On était à 950 quelques. Là, on est à plus de 9000.
Donc en fait, c'est pour une myriade de, je pense, de toutes petites entreprises qui se situent un peu partout. Donc ça, c'était quand même quelque chose dont on était assez content. Et par ailleurs, évidemment, comme le disait Yannick, qui intéresse aussi particulièrement le ministère, puisque ça les intéresse de savoir que les compétences sont un peu partout dans le pays, sans pour autant qu'on cache qu'il y a quand même 43% des activités qui sont à Paris. Et si on était amené à faire le calcul de la part de chiffre d'affaires de ces 43%, je pense qu'on serait très très haut, évidemment. Donc ça non plus, on le culte pas, mais c'est vrai que c'était un point favorable par rapport à l'étude uniquement sur la publicité qu'on avait montée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Pour les entreprises, là, on a posé la question aux entreprises de la filière qui ont bien voulu répondre à l'enquête, et merci beaucoup de vous être mobilisés pour y répondre. Comment se positionner la France sur différents critères d'attractivité? Puisque vous savez que EY publie chaque année le baromètre de l'attractivité de la France, et donc ce sont ces critères-là que l'on teste auprès des investisseurs internationaux pour voir comment cette attractivité évolue. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le premier critère d'implantation en France, de développement en France pour les entreprises françaises, c'était la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc certainement aussi la qualité des équipes que vous êtes amenés à recruter. Deuxième point qui ressortait très fortement, c'est la capacité d'innovation et de recherche, que je couplerai certainement à l'esprit entrepreneurial et à la capacité d'insertion dans des clusters. En fait, c'est peut-être cet esprit French Tech qui a beaucoup infusé dans les secteurs numériques, capacité à travailler ensemble, la volonté d'investir massivement dans la recherche et développement, à trouver de nouveaux produits, l'émulation collective, on en parlait tout à l'heure un peu avant ma prise de parole. Et donc c'est ça aussi qui fait la valeur d'une filière, et c'est ça qui fait la valeur ajoutée de votre présence aujourd'hui, je pense, c'est la capacité à mettre en commun pour accélérer plus rapidement. Et évidemment, parce qu'on n'a pas voulu le cacher, l'environnement législatif, réglementaire et fiscal est jugé assez négativement par les dirigeants de la filière. C'est des résultats qu'on retrouve à peu près dans toutes les filières économiques qui sont sondées en France, donc sans surprise. Certainement aussi parce que vous vous comparez à des pays anglo-saxons qui, eux, peut-être n'ont pas le même cadre réglementaire, le même cadre fiscal. C'est sûr que si vous compariez à des pays, des pays d'Europe du Nord en particulier, etc., peut-être que la comparaison serait un peu plus flatteuse qu'elle ne l'est avec des pays anglo-saxons, américains, Royaume-Uni, Irlande, etc. En tout cas, ce sont ces éléments-là qui ressortent. Alors évidemment, quand on présente ça au pouvoir public, puisque la réaction des pouvoirs publics intéresse visiblement, généralement, ce qu'on nous dit, c'est oui, mais en fait, ça, c'est la conséquence de ça. Ça permet de payer pour ça. Donc il faut aussi arriver à trouver un point d'équilibre qui sert l'ensemble des filières économiques, et c'est là que on va dire que le rôle des pouvoirs publics n'est pas chose aisée. June, si tu veux réagir peut-être sur les mots-clés qui ressortent des entretiens que l'on a réalisés. Oui, totalement. Donc effectivement, on a réalisé des entretiens avec une quinzaine de dirigeants de la filière. Il y a eu pas mal, comme vous voyez, d'enjeux et de questionnements qui en sont ressortis. Mais les trois principaux, donc le premier qui est au centre, c'est que va-t-il se passer dans cette ère post-cookie? Nous, chez nos clients, évidemment, chez Faber Novel, c'est un gros questionnement. Quelles vont être les alternatives? Comment on va pouvoir mesurer, cibler? Et donc, outre chez les annonceurs, c'est aussi un questionnement, enfin en tout cas un enjeu qui se pose chez les autres acteurs de la filière. Le deuxième, un des deuxièmes aussi gros enjeux, et là, donc, c'est pas forcément en fait circonscrit à la filière du marketing digital, mais ça vient en fait l'imprégner forcément, c'est l'intelligence artificielle.
comment ça va venir effectivement impacter la création de contenu digital, comment ça va venir aider à mieux personnaliser le marketing de manière générale. Et le troisième enjeu, et ça c'est, je pense, assez intéressant, c'est que la filière du marketing digital a vraiment pris le pas des enjeux, des enjeux environnementaux. Je pense au référentiel qui a été développé par le SRI et l'Alliance digitale, d'autres référentiels, méthodologies qui ont été créées par l'UDM, l'UDECAM. Et donc, la filière se met vraiment au pas pour mesurer, optimiser l'impact environnemental du marketing. Et ça commence aussi à être le cas chez les annonceurs, même si c'est plutôt la filière et les experts, en tout cas agences, régies, Martech, qui ont été précurseuses. Les annonceurs se mettent aussi à se poser ces questions-là et à nous solliciter sur ces sujets. Donc effectivement, Oui. un appui J'ai de ce spoilé que tu disais. toutes les slides. Spoilé la slide suivante, mais je t'en prie. Merci. Oui, du coup, je peux effectivement présenter. Donc effectivement, premier des gros enjeux, donc fin annoncée des cookies tiers et les enjeux liés à la mesure et à l'activation des campagnes, qui représentent donc la majorité en tout cas des questionnements des différents entretiens. L'accroissement aussi de la position dominante d'un faible nombre d'acteurs sur le marché du marketing digital. Donc ça, c'est des questionnements qu'on retrouve aussi pas mal chez les annonceurs, d'autres régies. Et effectivement, donc après, c'est aussi assez lié, en fait, l'attention croissante des citoyens au respect de la vie privée, de la gestion de leurs données, à la fin, à annoncer des cookies tiers. Et finalement, en dernier, donc ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est pas mal remonté dans nos entretiens, la mesure carbone, l'enjeu environnemental. Mais le durcissement du cadre réglementaire n'est pas forcément vu, en tout cas, comme un des enjeux majeurs. Et c'est vrai qu'en fait, les enjeux environnementaux du marketing digital, c'est pas forcément encore la priorité en termes de mesures d'un point de vue législatif. Donc effectivement, on le voit bien aussi dans les réponses des entretiens. Sur le nuage de mots, si tu peux revenir, Yannick, ce qui est bien, c'est que ça fait partie des priorités de l'Alliance pour cette année. Mais ça serait intéressant de savoir si vous voyez un mot manquant, justement, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément participé aux entretiens. Donc si là, vous voyez l'elephant in the room qui apparaît pas dans les entretiens, ou si ça vous paraît... Ah, voilà, si ça vous paraît... Ouais. Bien vu. Je vais te donner le micro peut-être pour le live. Merci, donc Christophe Dardenne, agence Marcus. Moi, je travaille depuis longtemps dans le marketing digital et l'agence était une agence de marketing digital avant de devenir une agence de marketing. Et c'est pour ça que je réagis un peu. Donc je suis ravi que vous ayez pu présenter ça au ministère de l'économie. Et vous avez dit que, je ne sais plus qui a dit qu'ils avaient bien compris. On verra quand ils auront compris comment ça va se matérialiser, parce que pour l'instant, c'est pas, comment dirais-je, il faut être optimiste. C'est de mieux en mieux. Après, bon, alors moi, c'est bien que vous laissiez sur le nuage de mots, parce que du coup, ça révèle pas mal de choses sur notre filière. Vous n'avez pas trop parlé de l'aspiration des grosses plateformes qui aspirent en fait tous les budgets médias publicitaires. Et c'est à peu près, aujourd'hui, c'est à peu près 70%. Donc, et ça, c'est un vrai sujet. Alors peut-être que vous l'abordez après. Ouais, c'était sur la slide avant. D'accord. Ouais, j'ai vu que c'était là. Exactement. Mais c'est une petite préoccupation parce qu'en fait, quand on voit l'augmentation, on parlait de milliards, etc., mais c'est assez spectaculaire de voir que effectivement, et dont Amazon fait partie maintenant, mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Donc après, c'est vrai qu'on a la valeur d'usage, elle est tellement importante
vous n'en avez pas trop parlé, en fait, parce que vous regardez dans le métro, les gens, comment ils utilisent. Aujourd'hui, donc, on n'a plus de questions à se poser sur le marketing digital. Je pense qu'on a des questions à se poser sur le marketing, parce qu'en fait, maintenant, c'est adopté qu'on est tous avec des téléphones portables dans en continuité de la main. Et il n'y a qu'à regarder effectivement ces usages pour se dire que, et je pense que nos dirigeants et tous les gens à qui vous portez la bonne parole, ils voient bien qu'effectivement, on est dans ce monde d'hyper-consommation de publicité forcément, mais de contenu digital. Et c'est vrai que l'enjeu, de mon point de vue, et on va rentrer dans un monde où on va être aveugle, parce qu'effectivement, la RGPD va nous rendre un peu plus aveugles, où il va falloir refaire du marketing. Et donc, il va falloir reprendre la main. Et effectivement, alors je ne suis pas très optimiste non plus sur les emplois, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle va balayer un certain nombre de métiers. Voilà, donc il va falloir mettre un peu plus de jus de crâne dans la manière de travailler et d'aborder ces sujets-là. Mais donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc moi, j'allais dire à quand vous allez déterminer la fin du marketing digital, parce que je pense que on ne va plus parler bientôt de marketing digital, on va parler de marketing, parce qu'on sera forcément broyé dans un... D'ailleurs, vous n'avez pas parlé trop de l'affichage. L'affichage, c'est du digital, c'est du marketing digital, c'est pas du marketing digital. Voilà. En fait, il y a aujourd'hui, je crois que... Alors Google qui a fait un gros travail sur son Messi Middle, je ne sais pas si vous avez... donc qui est effectivement comment on adresse la population, comment on fait cette démarche vers les utilisateurs. Et je pense que ça, c'est à prendre en compte, et que effectivement les acteurs, les régies, tous les médias, enfin voilà, les annonceurs prennent conscience qu'en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué, et que effectivement, ça va créer des métiers, mais on va quand même beaucoup industrialiser notre secteur. En tout cas, merci, parce que c'est très intéressant de voir comment, effectivement, vous portez la bonne parole, la manière dont vous portez la bonne parole à nos dirigeants. Merci. Peut-être une réaction par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que c'est des très bons points. Et si on en est là, c'est-à-dire si on en est à se poser la question du marketing digital qui est tellement développé qu'en réalité, il faudrait tout simplement l'appeler marketing, c'est que vous êtes certainement au bon endroit pour parler de ça, et ça légitime d'autant plus, je pense, le message qu'essaie de porter Alliance Digitale, de faire travailler les acteurs qui sont dans cette pièce ensemble pour parler d'une voix unique. Donc ça, je pense que c'est un bon point. Et effectivement, en introduction, on disait que pour la première fois, c'était les canaux digitaux qui étaient devenus prééminents dans les dépenses publicitaires simplement. Mais effectivement, dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, moi, je ne suis pas expert du secteur, mais on peut effectivement penser que ça va être très, très, très largement majoritaire. Et effectivement, je pense que le lien avec Alliance Digitale sera important, d'où la nécessité, dès le début, de faire des études de ce genre. C'est-à-dire, dès le début, d'ancrer dans l'esprit des pouvoirs publics quelle est votre valeur ajoutée pour l'économie, de quoi est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous pouvez apporter en retour. C'est vraiment très important. Très important, et c'est très important que vous, tous dans la salle, vous soyez bien les ambassadeurs des messages clés que l'on essaie de porter. Moi, je suis ravi de la confiance qui m'a été faite par Pierre et Nicolas. Dès que j'ai l'occasion de parler au pouvoir public, je mentionne le marketing digital, mais des filières, on en accompagne une dizaine par an. Mais par contre, vous, dans 10 ans, vous serez, je l'espère pour vous, toujours heureux de travailler dans le marketing digital. Donc, vous aurez beaucoup plus l'occasion de porter la bonne parole, comme vous dites, que moi. Donc, c'est important que vous saisissiez des messages que l'on a essayé de faire passer, d'où cette session. Et donc, j'espère que je suis ravi que ça vous soit un peu utile. Je sais que c'est un peu aride parfois, l'impact économique. Donc, on a essayé de le rendre un peu intéressant. On vous a mis des verbatims aussi, je pense que ça rejoint certaines de vos interrogations.
notamment sur l'intelligence artificielle, où on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va, mais on voit quand même certaines valeurs ajoutées, notamment sur la création publicitaire, le gain de temps, etc. Et je pense qu'il y a aussi Ouais. un autre sujet qu'on voyait dans le nuage de mots qui est le contenu. Et voilà, le rôle de plus important du contenu dans le marketing digital, les contenus digitaux, et notamment ça lié à l'influence, c'est aussi des leviers que le marketing digital, dont on voit l'émergence de plus en plus. Donc là, sur la trajectoire de décarbonation, je pense que ce sera aussi l'objet d'une séquence de travail dédiée, peut-être en comité de pilotage ou avec le conseil d'administration, à voir quel format, Pierre. Et je ne sais pas s'il y a un groupe de travail sur le sujet du carbone. Alors, il y a un groupe de travail au sein de l'Alliance Digitale sur ce qu'on appelle la sustainability. Donc, c'est à la fois sur la mesure de l'émission carbone d'une publicité au sein des tuyaux, donc ce qu'on appelle le scope 3 des entreprises. Et également ce qu'on a appelé les bons gestes à adopter en programmatique pour limiter cette consommation. Ce qu'on souhaiterait faire potentiellement dans les prochains mois, c'est revenir un peu plus en détail sur ce qui nous a été, sur les conclusions qu'on peut avoir sur les enjeux environnementaux de l'étude, et également présenter ce qu'on fait au sein d'Alliance Digitale, au sein d'une session dédiée, un peu comme on fait ce matin, autour d'avril-mai. Alors, on pourra y revenir, ça pourrait se passer dans votre lab, Faber Novel. Qui est très pointu aussi sur ces sujets. Mais c'était simplement pour qu'on ait finalement une vue sur ce qui était en train d'être fait par les entreprises sur ces sujets, ce qui n'était pas du tout, ce sur quoi ils n'avaient pas du tout commencé. Et je crois qu'on se situe, Yannick, là tu me corriges, ou June, on se situe grosso modo dans la moyenne plus de l'investissement des filières sur ces questions environnementales. Mais donc, je pense qu'on pourra faire un point dédié prochainement sur le sujet. Sur le sujet de la décarbonation, ce que se demandent les pouvoirs publics, il faut se mettre un peu à leur place, c'est en fait, on doit atteindre la neutralité carbone. Pour atteindre la neutralité carbone, comment est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Soit on empile les plans stratégiques ou les stratégies RSE de chacune des entreprises. Mais là, mettez-vous à la place de Bercy. Il y a 9000 boîtes dans la filière du marketing digital. Filière du marketing digital, c'est moins de 0,5% du PIB. Hein. Donc imaginez-vous, vous multipliez ça par 200, le nombre d'interlocuteurs que vous devez avoir pour piloter une trajectoire de décarbonation pour le pays. C'est tout simplement impossible. Donc, ce qu'ils vont attendre de vous, beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait dans le passé, c'est de dire, collectivement, on représente X% des entreprises de notre secteur, X% du chiffre d'affaires, X% de ces émissions carbone. On s'est fixé tel objectif à horizon 2030, 2040, 2050, en mettant telle action en place. On vous donne accès à une plateforme, ou peu importe, avec une pure transparence, pouvoir voir comment nos émissions évoluent et pourquoi est-ce qu'elles évoluent dans ce sens. Et ça, ils essaieront de le répliquer auprès de 100 ou 200 filières, mais pas beaucoup plus. Donc, dès que vous arriverez à porter un message collectif et à être un peu exemplaire sur voilà quelle est notre empreinte, voilà quel est notre objectif, voilà comment on va s'y prendre, vous arriverez à être un interlocuteur très privilégié. Et quand vous êtes interlocuteur privilégié, vous entrez dans les programmes d'investissement d'avenir, dans les plans France 2030, et vous arrivez sur le plan réglementaire aussi à être entendu. Donc ça, ce sera vraiment l'enjeu au cours des prochaines années. Et c'est une modification profonde, hein, de la manière dont on pense l'économie. Parce qu'avant, quand on était focalisé sur la croissance économique, ce n'était pas tant l'action collective au sein de filières qui comptait, c'était un peu important. Mais ce qui comptait surtout, c'était créer un environnement concurrentiel pour que les uns et les autres se tirent vers le haut. Là, vous voyez bien que sur l'enjeu du carbone, c'est un peu l'inverse. Ils veulent remettre la planification écologique. Le mot planification, il était complètement banni des discours économiques depuis 40 ou 50 ans. Là, il y a un ministère qui portait ce nom-là. Vous avez un secrétariat général à la planification écologique qui est rattaché au Premier ministre. Donc la capacité à porter un projet collectif
transparent sur lequel vous rendez des comptes, c'est ça qui vous crédibilisera dans l'avenir auprès des pouvoirs publics. Et j'ajoute juste une petite réflexion. C'est que là, donc sur ce schéma, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement quasiment, 82% des entreprises qu'on a interrogées qui ont soit déjà ou qui sont en train de définir une trajectoire de décarbonation. C'est essentiellement la filière du marketing digital. Je ne pense pas que ce chiffre soit aussi élevé chez les annonceurs, chez nos clients. Et donc, je trouve ça aussi intéressant de se dire qu'on essaie d'évangéliser ces initiatives et de pousser nos clients et voilà, à adopter ces mesures-là aussi. Donc, vous avez le QR code si vous voulez télécharger l'étude. Là, le but, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il nous reste, Pierre? Donc, on a le temps. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, les messages clés qu'il faut retenir pour les porter, les chiffres, vous allez certainement les oublier. Donc, si vous aviez un seul chiffre, c'est la filière, c'est 100 000 emplois. Voilà. Les messages clés, c'est en fait, le marketing digital, c'est difficile à définir. Il y a trois activités que je vous ai présentées tout à l'heure. Mais surtout, on est une infrastructure nécessaire à la digitalisation de l'économie. On est une infrastructure nécessaire à la digitalisation de l'économie et on est un centre de formation pour des compétences nécessaires à cette digitalisation. Voilà, c'est ces deux messages clés qu'il faut essayer de porter. On est une infrastructure invisible, mais pourtant particulièrement importante quand on voit la digitalisation des usages. Et deuxièmement, on est un centre de formation. On a des boîtes, il y en a 9000, c'est 36 000 ETP, mais en fait, on essaime des compétences auprès de marques, d'annonceurs qui, elles aussi, ont de manière vitale besoin de ces compétences. Merci beaucoup. Et il n'y avait pas d'autres questions du coup? Non, on a déjà demandé, je crois. Ok. Non, mais on m'a gentiment proposé de faire un petit mot de conclusion pour vous dire que j'ai bien retenu infrastructure essentielle de la transformation digitale, notamment pour toutes les entreprises. On est un vecteur de transformation digitale et donc on sait que c'est des entreprises qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour le pays. J'ai retenu aussi ce qu'a dit Grégory sur du coup, ils ont vu l'étude, est-ce qu'il y a une révolution? Et en fait, ça tient aussi à nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments, donc c'est vraiment au long cours, mais il y a des moments où il y a un programme présidentiel, il y a un moment où il y a des choses. Et c'est à nous d'arriver avec des idées aussi, parce qu'ils ne vont pas les avoir pour nous. Donc typiquement, je me disais, je ne dis pas du tout que c'est un truc qu'on va pousser, mais par exemple, c'est se dire, si on a vu sur le territoire comme c'était important et que globalement, il y a la petite agence digitale qui fait le site internet du commerçant, etc. Eh ben, si c'est clé pour la transformation digitale du pays, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aide fiscale pour les entreprises qui vont bénéficier de ces services-là? Voilà, typiquement, ça aide le secteur. Peut-être moins les entreprises de l'Alliance qui sont un peu plus grosses, voilà, quand on le voit évidemment, mais c'est ce type d'idée, il faut arriver avec des choses, parce que sinon, on nous offre rien, voilà, rien n'est gratuit. Et puis, on n'a pas, voilà, tu parlais de notre poids dans le PIB, 0,5. Bon, voilà, on essaie de se gonfler, etc. À la fin, c'est quand même 0,5. Voilà, donc, et on n'a pas la vertu de nourrir, comme les agriculteurs, tout le pays. Voilà, on fait du marketing, donc c'est plus et on n'a pas de tracteur pour aller bloquer les routes. On n'a pas ces moyens-là. Voilà. Donc, on n'a que notre intelligence, nos statistiques pour quand même qu'on soit pris en compte, bien sûr. J'ai vu aussi, ça c'est seulement pub, mais je suis toujours choqué par la différence entre le Royaume-Uni et la France. Je ne comprends pas qu'avec un PIB similaire, avec une population quasiment similaire, leur marché 3 fois plus gros sur la publicité digitale. Comment on peut faire pour creuser, pour avoir je sais pas, justement un pacte de digitalisation, il y a peut-être quelque chose à voir. Et puis ensuite, je vous invite évidemment tous, merci d'être venus ici. Si vous n'êtes pas, vous êtes membre de l'Alliance, si vous ne faites pas partie de groupe de travail, c'est un groupe de travail ici qui a travaillé sur cette étude. On en a, je ne sais pas combien, je regarde Louise, je ne sais pas où, une vingtaine. Donc il y a énormément de travaux sur plein de choses, des choses qui vous concernent.
Pensez à aller sur notre site, inscrivez-vous aux newsletters si ce n'est pas le cas. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez reçu, donc c'est OK. Mais pas manquer ça pour participer à ce type de travaux. En termes d'études, il y a des choses qui vont arriver. Donc justement, là, on est dans le cadre d'une mandature. Donc voilà, le conseil d'administration a été élu pour 2 ans. C'était un projet qui s'appelait Together. Et justement, il y avait ce projet d'investir dans des études un peu clés pour structurer notre secteur. Ça, c'est la première qui a été livrée. Bravo au groupe de travail qui a été particulièrement efficace. Il y en a 2 autres qui arrivent. Une sur l'emploi. Voilà, ça c'est clé. Mais voilà, du coup... est-ce qu'il y a de la tension on se pose la question de rajouter peut-être les salaires, voilà, même si ce n'est pas dans le scope pour le moment de l'étude. Quels sont les métiers, etc. Enfin, voilà, vraiment une grande étude sur l'emploi, aussi pour attirer sur notre secteur. Alors, c'est vrai que quand on a lancé cette idée, il y avait un gros sujet de tension qui est moins le cas. Quand je vois que le problème de recrutement est en bas, c'est que c'est moins tendu pour recruter, c'est peut-être moins bon pour les salariés aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens, voilà, l'offre et la demande s'est un peu inversée ces derniers temps, mais si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, c'était le gros sujet de l'inflation des salaires, de la tension, de l'impossibilité de recruter. Ça s'est un peu calmé, mais on va quand même le faire, ça fait partie de nos rôles. Voilà, si on ne le fait pas, personne ne va le faire. Voilà, il faut des études référentes comme ça. Et la dernière est une étude sur les organisations. Vraiment, comment je me structure, comment je m'organise en tant qu'entreprise. C'était une demande qui venait plutôt des marques, puisque tu le citais, dans les entreprises cœur secteur, en fait, les marques n'en font pas partie, puisque, on va dire que tu les as cités, c'est les clients, même s'il y a des fonctions marketing au sein, mais ils font bien partie de l'alliance, évidemment, et de l'écosystème. Et une de leurs demandes, c'était voilà, comment je m'organise. Donc, il y a eu plein de vagues d'organisation sur le digital dans les entreprises, transformation digitale, le CDO, transverse, pas transverse, le local, le global. Enfin, voilà, c'est toujours des sujets. Et chacun dans nos entreprises, il y a toujours ce sujet. La prochaine réorg. Avoir des clés, c'est un sujet, voilà, c'est un sujet vraiment dirigeant, mais les gens qui en font partie sont demandeurs sur ce secteur. Donc on va mener ça à bien. Si vous voulez contribuer aussi pour avoir des billes dans votre entreprise pour votre future réorg, et bien vous placer, voilà, il faut y participer. Je rigole, mais c'est des sujets hyper intéressants, évidemment. Voilà, et puis même récemment, et là, c'était pas dans le cadre, on se posait la question de l'inflation aussi. Voilà, il n'y a pas eu d'études sur notre sujet, comment on a été impacté, l'inflation dans notre secteur, etc. Les prix, évidemment, on pense les prix sur la pub, mais c'est pas que ça. Voilà, c'est un truc qu'on n'a pas fait, donc on est en train également d'y réfléchir. Voilà, merci beaucoup au groupe qui a préparé l'étude. Encore une fois, merci à Amazon de nous accueillir. Stéphane Grenier nous disait tout à l'heure que c'était l'ancien bureau du patron, du premier patron de la Fnac, ici. Voilà. C'était sympa. Franchement, ça manque cette époque. Il devait avoir peut-être son petit whisky dans le coin, là. Voilà. Et donc, merci beaucoup. C'est des locaux magnifiques. Moi, j'avais jamais mis les pieds ici. Et donc, à très bientôt. Au revoir.